Alors, on a donc des images qui sont dans le flux du texte. Bien, on va aller mettre un sous-titre, un titre de second niveau. C'est ça que ça veut dire. Titre de second niveau, c'est un sous-titre. Mais vous l'aviez deviné. On va aller mettre ça au, au début du deuxième paragraphe. Parce que je vais faire en sorte que le paragraphe, le premier, devienne un chapeau. Pour ne pas avoir un sous-titre qui suit directement un titre, ce sera plus sympa, je pense, d'avoir une petite introduction en abstract. Euh, donc vous avez le curseur texte qui clignote devant le deuxième paragraphe. Vous pouvez enfoncer la touche retour chariot, revenir sur le paragraphe vide qui vient d'être créé. Dans la palette des styles de paragraphes, allez indiquer que ça va être un titre de second niveau. Alors, les titres, ça ne se souligne pas. Ça fait à peu près 40 ans que ça ne se souligne plus, les titres. Donc je vous le dis tout de suite, ne soulignez pas les titres. Bon, pour tout vous dire, moi ça m'arrive de le faire dans des documents qui ne sont pas très importants de communication interne. Ça peut aider. Mais pour des documents diffusés à l'extérieur, non. Il y a possibilité de faire plein de choses, de mettre des puces qui commencent le sous-titre, un gros carré, possibilité de faire en sorte que le sous-titre apparaisse avec un fond coloré derrière lui. Enfin, ça c'est un peu des bidouillages par la suite. Mais bon, retenez que vous ne soulignez pas les titres. Il faut arriver à voir que sont des titres grâce à leur dimension, leur alignement différent, leur couleur, leur caractère différent peut-être aussi. Voilà. Alors on va taper un titre. Je vous laisse taper ce que vous voulez. Voilà. Alors, vous voyez que chez moi, en tout cas, l'image qui était en bas de la première colonne est passée à la deuxième colonne. Elle a été chassée à la deuxième colonne. Donc, on est bien dans un flux de texte où, en fonction des choses qu'on ajoute ou qu'on supprime, le texte passe d'une page à l'autre. On va maintenant faire un titre de premier niveau. On va le faire au début. Donc je mets le curseur au début du flux ici. J'enfonce la touche retour chariot. Je reviens travailler sur ce paragraphe vide. Alors, vous tapez un grand titre là. Voilà. Et vous allez le modifier. Donc il va falloir sélectionner la totalité du paragraphe, y compris la balise. C'est important. Et par la palette caractères, on va aller modifier la taille, l'interlignage, la graisse éventuellement. Et alors il y a quelque chose qui va être fait ici. Oui, aussi par la palette paragraphe, je vais l'aligner à gauche celui-là. Il ne va plus être justifié par la palette paragraphe, je l'aligne à gauche, en drapeau. Alors une chose... Oui, donc chez moi il n'y a pas de césure de mots parce que c'est un hasard en fait. Mais en effet, si on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de césure, c'est par la palette paragraphe, il faut aller jusque césure.
Et il faut désenclencher ça. Ok. Menu de la palette paragraphe, on va aller faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est jouer sur l'étendue de colonne. Étendue de colonne. Alors, l'étendue de colonne permet qu'un titre s'étende sur plus qu'une colonne. Donc il va déborder sur la colonne de droite ici. Il suffit de demander ici étendue de colonne. Et il va se déborder sur toutes les colonnes. Ah, si on avait 3 colonnes, on pourrait dire qu'il ne déborde que sur les 2 premières. Et la 3e colonne resterait du texte, du corps du texte. Mais voilà, ici, étendue de colonne tout. Vous avez la case aperçue. Vous voyez ce que ça donne. Et ça peut être intéressant. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose que je vais aller faire aussi, ici, c'est équilibrer les lignes en drapeau. Dans le menu de la palette paragraphe, je vais en plus faire quelque chose qu'on a déjà fait, équilibrer les lignes en drapeau. Et voilà. Automatiquement, c'est un peu plus sérieux comme mise en page. Alors, vous pouvez choisir une police de caractère un peu plus fantasy si vous voulez, ou une police de caractère à empattement si vous voulez. Le corps du texte est sans empattement, c'est des polices bâtons, mais on peut contraster en prenant une police de caractère à empattement. Alors les puristes disent qu'on peut le faire si les 2 polices ont été créées par le même typographe. On va pas pousser jusque là quand même. Donc, palette de caractères ici, voilà. Alors, faut pas prendre n'importe quoi quand même, comme police, hein, vous savez. Ok. Alors, il y a possibilité que la 2e ligne commence un peu décalée d'office par rapport à la première, si vous voulez. Je vous montre rapidement. Il va falloir que je joue sur le décalage horizontal de la première ligne. Mais d'abord, pour y arriver, je dois décaler tout avec ça. Voilà, je décale de 3 mm, je fais une marge au paragraphe. Puis, je vais pouvoir éventuellement faire une marge négative pour la première ligne. Voilà, ce genre de choses. On ne sait pas faire un décalage négatif de la première ligne si on n'a pas fait un décalage de tout le paragraphe dans l'autre sens. Ça paraît logique. Enfin, peut-être que dans cette version-ci de InDesign, on y arrive. Non, même pas. Si j'essaye de mettre une valeur de retrait de la première ligne plus grande que la valeur de marge, il me dit que c'est pas possible. Les retraits ne peuvent pas dépasser le bloc de texte. Bien. Ok, alors techniquement il est possible de faire sortir malgré tout un titre d'un bloc par la gauche. C'est un peu le même principe qu'on utilise pour faire des lettrines un peu plus évoluées. Je vous le dis, on ne va pas le faire parce que c'est vraiment avancé dans InDesign. Il faut mettre un espace au début du titre et lui appliquer un style de caractère dont la seule fonction est de faire une approche de paire négative, en mettant moins 200 d'approche de paire sur le premier caractère. On va arriver à sortir le titre par la gauche. C'est un peu un hack de InDesign, c'est pas prévu au départ, mais il y a beaucoup de choses comme ça où on utilise, même pour Illustrator ou Photoshop, on utilise
on combine des fonctionnalités pour obtenir ce qu'on veut et ce qui n'était pas prévu au départ dans le logiciel. Mais on n'en est pas là. Alors voilà, vous avez le curseur n'importe où dans ce titre de premier niveau. Eh bien, vous allez faire un nouveau style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. On va indiquer qu'il est créé. Ben lui, on va le rendre complètement indépendant du corps du texte. Donc d'après aucun style. Je vais l'appeler titre de premier niveau. Voilà. Il utilise le style qu'il vient de créer. Titre de premier niveau. Et on peut enregistrer le document. Donc ici, on a enlevé le d'après. On aurait pu le laisser, mais ici, on l'a enlevé. Enfin, vous savez ce que ça fait. Ça veut dire que si je change quelque chose, la couleur, par exemple, du corps du texte, vu que le grand titre a la même couleur, ça la changera aussi. La police, non. Bien, donc on va créer un autre sous-titre un peu plus loin. Ça va être facile, vite fait. Donc, on clique avec l'outil texte à la fin d'un paragraphe. On enfonce, on tape. On active le style de paragraphe qui convient. Titre de second niveau. Alors, les styles de paragraphe, on peut leur attribuer un raccourci clavier, comme ça, avec le clavier, on peut attribuer rapidement. C'est dans les options, quand on double-clique sur le style, il y a l'option du raccourci, on ne va pas le faire ici, parce que, voilà, cliquer, ça marche. Bien, bien, bien. Alors, on va créer un titre de second niveau à un certain endroit plutôt vers le bas de la page 19. Je vais aller ici. Je m'occupe pas trop du texte en fait. Je vais aller ici créer un paragraphe vide. Vous voyez, plutôt vers le bas de la page 19. Comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis vers le bas. Parce que je vais vous parler des options d'enchaînement automatique. Du placement automatique des titres exactement là où on veut qu'ils aillent. Alors, là je vais taper un autre titre. Je lui applique le style titre de premier niveau. Voilà. Titre de premier niveau. Il est là. Parfait. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir des grands titres comme ça. On pourrait même régler dans le style de paragraphe le fait qu'il y a plus d'espace avant. Mais ce qu'on va faire ici, c'est différent. Je vais décider que quand il y a un grand titre dans le flux de texte, il doit systématiquement commencer par un début de page. Et même encore mieux que ça, par un début de page de gauche. C'est juste un choix ici. Alors,
Je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et je vais aller modifier le style de paragraphe grand titre. Donc, titre de premier niveau. Je double-clique. Alors, je ne vais pas la faire super compliquée, hein. Je vous fais la version simple de l'explication compte tenu du temps qu'on a. Je vous explique vraiment les choses les plus essentielles. Vous allez jusque options d'enchaînement. Donc vous êtes en train de modifier le titre de premier niveau. Options d'enchaînement. Et là, vous allez dire début du paragraphe, page paire suivante. Je veux qu'il commence sur des pages de gauche. Tous les grands titres du document doivent commencer en page de gauche. Quitte à laisser sur les pages d'avant un grand blanc, c'est pas grave. Case aperçue. Si je coche la case aperçue, ben, le titre a disparu, le texte aussi, parce qu'en fait il est sur la page d'après. Je vais cliquer sur OK et aller voir sur la page d'après. Et voilà, il est là. Donc ça c'est bien. Systématiquement, quand on insère un grand titre maintenant, ce sera sur la page de gauche, s'il y en a une. Parce que là, page 22, on a prévu de mettre une photo. D'ailleurs, je vais l'indiquer ici. Ne le faites pas, j'indique juste photo ici, voilà. OK. Donc systématiquement, ça le fera. Donc si je vais plus loin, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais le faire ici. Allez transformer ceci par exemple en grand titre. Donc titre de premier niveau. Voilà. Il y a du texte qui a disparu. Et sur la page suivante... Ah ben il n'y a pas de page suivante. Dommage. Ici je vais les ajouter. Insérer des pages. Insérer 2 pages à la fin du document. OK. Je vais aller chaîner. Voilà, comme prévu, il est en début 2 pages et 2 pages de gauche. Bien, alors oui, il y a de l'espace, il y a des pages vides, ça peut être ennuyeux. Bon, ben dans ce cas-là, vous choisissez peut-être qu'il soit systématiquement en début de page, mais pas nécessairement de gauche. Donc dans ce cas-là, et là je viens de cliquer à côté désélectionner, titre de premier niveau, option d'enchaînement, il faudra choisir début du paragraphe, page suivante. Et pas préciser que c'est une page impaire ou paire. Alors ici sur Google, vous ne le faites pas, mais j'ai tapé White Space is not your enemy, qui est le titre d'un livre qui justement explique aux débutants en mise en page que les espaces blancs, il faut les utiliser. Il ne faut pas faire du remplissage. Ça peut être bien de travailler avec les espaces blancs. Voilà, ça vous explique ça pour les mises en page, les affiches, les flyers. Voilà. Et quand on parle d'espace blanc, ça peut être des parties de photos sur lesquelles il n'y a pas de remplissage en fait. Hein. C'est pas nécessairement le blanc du papier. Voilà, bon. Donc, ta question, la ligne ici, comment on fait ça dans InDesign? C'est justement une des choses qui est difficile à faire dans InDesign. Une ligne comme ça sur le bord d'un paragraphe. Donc,
généralement, le plus simple, c'est d'utiliser l'outil ligne une fois que la mise en page est faite et d'aller ajouter ça manuellement, en traçant une ligne avec la touche majuscule. Voilà. Sinon, pour le mettre automatiquement sur les paragraphes, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est une des choses difficiles dans InDesign. Je vais la supprimer ici. Voilà, ça répond à la question. Donc, vous enregistrez le document. Alors, regardez ceci, parce que vous n'avez peut-être pas la même chose chez vous, mais je vais vous le montrer, donc regardez bien. Ici, j'ai une ligne qui est toute seule en fin de colonne. Et ce n'est pas acceptable. Ce genre de choses peut être réglé en faisant ceci. Vous allez faire la même chose aussi, vous allez vous mettre à la fin d'une colonne sur la dernière balise de paragraphe, de fin de paragraphe. Même si vous avez plus qu'une ligne qui se trouve après, vous vous mettez en fin de colonne, colonne de droite d'une page, en fin de colonne de... Oui, même pas, non, n'importe quelle colonne, de gauche ou de droite, vous vous mettez en fin de colonne sur la dernière balise de fin de paragraphe, et on va insérer un caractère spécial qu'on appelle un caractère de saut. Ça va chasser la suite du texte à la colonne suivante. Et pour faire ça, c'est le genre de petite retouche qu'on peut faire. Pour faire ça, vous allez faire un clic droit, insérer un caractère de saut, et vous voyez qu'on peut sauter une colonne, un bloc, donc ça passe au bloc suivant, une page, ça passe à la page suivante, page impaire, ça passe à la page impaire suivante, page paire, voilà. Donc c'est un saut de colonne qu'on va faire ici. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne, et voilà. Alors, j'ai dû foirer un peu le truc, annuler ça, désolé. C'est au début du paragraphe, ce sera plus simple de vous mettre au début du paragraphe plutôt qu'à la fin du précédent, là, au début du paragraphe qu'on veut faire sauter à la colonne suivante. Voilà. Donc clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Voilà, c'est mieux. Oui, parce que sinon il m'avait chassé à la ligne suivante la balise de fin de paragraphe. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve en bas de la colonne? Assez discret, mais on trouve ça. Une balise de saut de colonne. Et si on veut annuler le saut de colonne, il faut la sélectionner comme ça. Et touche suppression. Et voilà, il n'y a plus de saut de colonne. Donc, je répète. Pour faire le saut de colonne, on se met devant le paragraphe en bas de colonne qu'on veut chasser à la colonne suivante. On fait un clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Du coup, c'est chassé à la colonne suivante. Et en bas de la colonne précédente, là où j'ai inséré le saut de colonne, je trouve la balise de saut de colonne. Et si je veux annuler le saut de colonne, je suis obligé de la sélectionner et de la supprimer. Voilà. Donc, je réponds à la question. La justification, comment est-ce qu'on donne de la souplesse à la justification? En principe, le corps du texte ici, on l'avait importé d'un autre document dans lequel on avait fait ça. Hein. Mais si on veut encore avoir un peu de contrôle là-dessus, si je vais donc avec la flèche noire cliquer à côté de tout, et aller modifier le style de paragraphe corps du texte. Pourquoi est-ce que je dis que je clique à côté de tout? Parce que si je fais l'erreur de garder le bloc sélectionné et que je vais dans la palette style de paragraphe double-cliquer sur corps du texte, ça va évidemment appliquer corps du texte à tout. En principe, ça va le faire. Ah tiens, ça l'a pas fait là. Ok. Bon. Ils ont peut-être modifié la manière dont ça fonctionne, mais en tout cas, moi, je prends la bonne habitude de cliquer à côté de tout pour désactiver avant d'aller dans corps du texte. Voilà. Et c'était à justification ici. Voilà.
Et on avait donné l'autorisation à InDesign de modifier l'espace entre les lettres dans cette valeur-là. Voilà. Ah tiens, c'est là que vous réglez l'interlignage automatique. On avait dit 120%. Mais on va laisser à 120%, c'est juste l'interlignage automatique. Et nous, on a choisi un autre interlignage pour corps du texte. Dans format de caractère de base. Voilà. 160% en fait. Ok, puisque caractère 10 et interlignage 16 dans mon cas. Bien. Donc ça c'est intéressant. Se faire chasser à la colonne suivante, c'est des petites retouches qu'on fait quand on est certain qu'on ne va plus devoir ajouter ou enlever du texte, ajouter ou enlever des images, redimensionner des images. Oui, parce qu'on peut redimensionner des images, je n'ai pas montré, mais bien sûr, une image comme ça peut être sélectionnée avec la flèche noire. Vous avez une petite encre ici pour indiquer que c'est une image qui est ancrée dans le texte. Une fois qu'elle est sélectionnée avec la flèche noire, l'encre, je ne fais rien, je vous montre juste qu'elle existe, mais il n'y a rien à faire là. Une fois qu'elle est sélectionnée avec la flèche noire, outil de transformation manuelle. Et touche majuscule pour garder les proportions. Et voilà, je lui donne la dimension que je veux. Elle peut même déborder un peu de la colonne, c'est pas un problème. Voilà. Même chose pour la suivante. Je la sélectionne avec la flèche noire. Enfin, je sélectionne le bloc, pas le contenu. Évidemment. Outil de transformation manuelle. Et avec la touche majuscule, sinon ça fait n'importe quoi. Si j'enfonce pas majuscule. Allez, là j'enfonce majuscule. Voilà. Et voilà. Pas certain que ce soit très heureux que ce soit aussi large, mais bon. Je vais un peu réduire quand même. À enregistrer le document. Ok, du coup j'ai une balise de saut de colonne qui ne me sert plus à rien, qui me pose un problème ici. Elle crée un grand vide bizarre. C'est la balise qui est là, hein, qui... Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, les sauts de colonne, faites ça quand vos images et votre texte voilà, sont fixés, les dimensions des images, le texte, la quantité de texte avant, après, dans tout le document. C'est fixe, vous réglez à la fin les sauts de colonne pour faire un peu de cosmétique sur le document. Donc je viens de supprimer la balise de saut de colonne qui ne servait plus à rien. J'ai ici, finalement, tout à l'heure c'était une seule ligne, mais là j'en ai 3, qui commencent un paragraphe. Je clique à côté de tout, je vais dans la palette des styles de paragraphe, modifier corps du texte. Dans les options d'enchaînement, je vais indiquer ici ligne solidaire. Alors soit je dis que toutes les lignes du paragraphe doivent toujours être ensemble. Voilà. Toutes les lignes du paragraphe. Et donc tout le paragraphe a disparu du bas de la colonne et est passé entièrement à la colonne suivante. Ou alors, je dis qu'au début et à la fin du paragraphe, je veux minimum 3 lignes. Voilà, je suis certain que je n'aurai jamais 2 lignes ou une ligne seule en fin de colonne ou en début de colonne. Donc, si je teste ça, normalement, si j'ajoute une ligne à ce paragraphe-ci, ça va empêcher qu'il y ait les 3 lignes qui apparaissent et ça devrait passer à la colonne suivante. Voilà. Ben, c'est le cas. Les 3 lignes ne pouvaient plus être montrées ensemble, donc elles sont passées automatiquement à la colonne suivante. Grâce au fait que donc je remonte dans les options d'enchaînement du style corps du texte. J'ai dit qu'il faut minimum 3 lignes
en début de colonne ou en fin de colonne. Alors il nous reste le problème de ce sous-titre qui se retrouve tout seul du coup. Ben oui. Donc regardez. Je clique à côté de tout, je vais aller modifier les titres de second niveau. Les options d'enchaînement. Et je vais dire qu'il doit être solidaire avec le paragraphe suivant. Donc pour qu'il soit solidaire avec le paragraphe suivant, il faut régler ici, sans cocher ça. Ben oui. Si on ne coche pas ça, ça veut dire qu'on travaille avec la solidarité du sous-titre avec ce qui suit. Et voilà. Rien que de faire une ligne ici, il n'est plus là. Il est attaché en quelque sorte au paragraphe suivant. Vous n'aurez jamais dans le flux du texte un sous-titre tout seul en bas de colonne. Et ça, c'est pratique aussi. Donc, je répète, c'est ici dans titre de second niveau. Je suis allé dans les options d'enchaînement. Indiquer que je suis bien dans titre second niveau, oui. Indiquer que il doit être solidaire avec le paragraphe suivant. Ok. Il a automatiquement pris cette caractéristique-ci aussi parce qu'il est l'enfant du corps du texte. C'est pour ça en fait. Et ce qui est bien pour les titres, d'une manière générale, c'est de dire que toutes les lignes du titre doivent rester dans la même colonne. Donc on va plutôt cocher toutes les lignes du paragraphe aussi. Mais bon, le fait d'avoir fait ceci est rendu inutile. Il sera de façon toujours... quoique. Voilà. Pour les titres, dites-vous que vous devez toujours cocher ceci. Ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe de toute façon. Pour les titres, les grands titres et les sous-titres, il n'y a pas de raison qu'on risque qu'une partie du titre soit en fin de colonne, l'autre partie en début de colonne. Voilà, voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans l'automatisation ici. Je me retrouve avec un truc comme ça. Tout un texte ici, très peu là. Donc je vous remontre. Insérer le texte au début d'un paragraphe. Voilà. Clic droit. Insérer un caractère de saut. Saut de colonne. Donc j'ai équilibré manuellement les colonnes. J'ai été insérer une balise de saut de colonne pour chasser la suite du texte sur la colonne suivante parce que sinon c'était un peu trop déséquilibré. Là je pense que vous êtes parés pour faire quand même des choses pas mal. Donc pour la suite, on va faire les objets ancrés, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le bord du texte, là où il y a l'espace blanc sur les pages, on va aller mettre une image. Et c'est pas un simple placement comme ça, manuel. L'image va être attachée au texte. Si le texte bouge de page parce que j'ai supprimé un endroit du texte ou des images où j'en ai ajouté, si le texte bouge dans le flux, l'image va suivre le texte. C'est ce qu'on appelle les objets ancrés. Et ça pourrait aussi être du texte qui est ancré. On pourrait avoir, à la place de l'image ici, du texte. Ça pourrait être un extrait du corps du texte pour donner envie au lecteur de lire plus en approfondissement tout le texte. On fait comme ça dans les magazines. Vous avez certainement déjà vu des extraits de l'interview
où on sort une phrase hors de son contexte pour appâter le lecteur. Voilà, ça peut être du texte qui est sur le côté. Là, ça pourrait être un tableau Excel aussi. Ça peut être voilà, un logo, des images. Un peu de tout, quoi. Bien, l'image ici, je vais la supprimer. Voilà. Et on y va. On va faire les objets ancrés. Donc, vous avez sauvegardé votre document récemment. Bien, je vais aller sur oui, sur la page 2. Vous avez du texte sur la page 2, on est d'accord, hein? Ok. Il y en a aussi sur la page 3. Enfin, la page 3, la 20 en fait. Hein. Quand je dis la page 2, c'est la 19. Et la 3, c'est la 20 en fait. Vous avez du texte sur la page 19. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Vous allez mettre le curseur au début d'un paragraphe. Alors, ça peut être un paragraphe qui est dans la colonne de droite ou de gauche, peu importe. Donc sur la page 19, la deuxième page du document, qui est la 19, puisqu'on a un document qui commence à la page 18. Voilà. Vous mettez le curseur donc au début d'un paragraphe, et vous allez faire un clic droit, objet ancré, insérer. Et vous avez une boîte qui apparaît ici. Étant donné qu'on est dans un document double page, vous allez cocher « Relative au dos ». Il y a une reliure. Le livre a un dos. Ok. Et alors, l'objet ancré, vous allez indiquer que son point de référence est là. C'est la gauche de l'objet ancré qui va être le point de référence. La gauche de l'objet ancré quand il est sur une page de droite et la droite de l'objet ancré quand il est sur une page de gauche, comme vous le voyez. Vous allez comprendre le principe. C'est juste pour indiquer les distances à partir d'où je mesure. Ben je mesure à partir de la gauche de l'objet quand il est sur une page de droite et la droite de l'objet quand il est sur une page de gauche. Ça, c'est à objet ancré, point de référence ici. Alors, position ancrée, point de référence, vous pouvez choisir comme ça, c'est bon. La droite du bloc de texte quand on est sur une page de droite, la gauche du bloc de texte quand on est sur une page de gauche. Et vous pouvez cliquer sur OK, et vous avez l'objet ancré qui est là. Il est là. Et on peut le redimensionner et le déplacer. Alors, flèche noire, je peux déplacer l'objet ancré, et vous voyez qu'il y a une ligne qui relie, avec des petits pointillés. Et ça relie à quoi? Ben, là où on avait mis le curseur, il y a une balise d'objet ancré qui est là. Voilà. Et cette balise bouge avec le texte, elle est dans le texte, c'est pour ça que l'objet bouge aussi d'une page à l'autre avec le texte. Le cadre, vous pouvez l'agrandir si vous voulez, vous donnez la dimension que vous voulez aux images. Voilà. Il y a même quelque chose. Donc vous choisissez plusieurs choses ici. La distance par rapport au bloc texte, on ne va pas coller l'image sur le bloc, on lui donne une certaine distance quand même. Donc c'est un bloc qui n'a pas de couleur, donc c'est par le bord qu'on le bouge, il n'a pas de couleur de fond. Rien, il est invisible en fait pour l'instant. Bien, et alors, voilà, vous le positionnez, vous lui donnez la dimension que vous voulez que les images aient. Et vous allez importer une image dedans. Fichier importer. Vous allez chercher une image. Même si elle est déjà utilisée dans le document ailleurs, c'est pas grave. Et voilà, elle arrive dedans. Je vais demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà.
et je vais enregistrer le document. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, ça veut dire que ici, par exemple, je vais aller sélectionner une partie du texte, le copier, le coller une fois, deux fois. Je suis en train de multiplier artificiellement ici le texte pour vous montrer comment ça marche. Voilà. À un certain moment, la balise de l'objet ancré est passée à la colonne de droite. Et vous voyez que chaque fois que je colle, ben la balise descend, elle est là. La balise descend et l'objet ancré descend aussi, il suit la balise, logique. Hein. Donc c'est une image en rapport avec ce dont on parle dans le texte. À un certain moment, la balise va passer à la page suivante. On va voir ce qui se passe. Je continue à coller la petite partie de texte que j'avais sélectionnée. Ah tiens, on dirait que c'est passé à la page suivante là. Et avec le réglage qu'on a fait dans les options de bloc de texte, vous avez automatiquement l'image qui se place sur la gauche du texte. Voilà, je continue à coller. Voilà, ça descend, ça descend. D'accord? Et évidemment, à un certain moment, ça va passer à la page de droite. Voilà, c'est passé sur la page de droite. Tiens, c'est rentré dans ma petite fantaisie ici, c'est pas grave, je la bouge. Voilà. Donc c'est le principe des objets ancrés. Bon, ben, vous pouvez éventuellement tester ça. Une chose que je vous montre encore, c'est que quand on sélectionne l'objet ancré avec la flèche noire et qu'on fait un clic droit, dans Objet ancré, on a les options. Et ça nous permet de réafficher ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc on avait réglé pour que le point de référence de l'objet soit comme ça et la position ancrée comme ça. Et on n'avait pas été coché empêcher le positionnement manuel puisqu'on a positionné manuellement. Par contre, ceci est coché, ça va empêcher que l'objet ancré ne déborde au-delà des limites des colonnes. C'est pas plus mal. Voilà. Donc vous pouvez tester, faire déplacer votre objet ancré en ajoutant du texte artificiellement par copier-coller. Donc le pointillé qui relie l'objet ancré à sa balise, c'est quand on sélectionne l'objet ancré avec la flèche noire. Donc il faut être en affichage normal dans le bas de la palette des outils. Alors regardez la suite, ne le faites pas. Je vais ici mettre d'autres objets ancrés dans le document. Et pour que ça aille plus vite, je vais copier celui-là. Donc vous ne faites pas, vous regardez. Je zoome. Avec l'outil texte, je vais aller sélectionner la première lettre du paragraphe. Et je vais vers la gauche. Ok, ça ne veut pas le faire ici bien. Ok, je sélectionne la première lettre. Et je vais bien vers la gauche quand je la sélectionne. Donc vous voyez, je commence à droite avec le curseur là. J'appuie le bouton de la souris, je garde enfoncé. Et je vais vers la gauche. Et donc la balise a été sélectionnée aussi. Oui, parce que c'est le problème de cette balise, c'est que pour la sélectionner, en fait, elle est super fine, c'est foireux. Donc je suis obligé de sélectionner la lettre qui est à côté d'elle et la balise avec. Et je fais un copier. Puis, je vais aller ailleurs, n'importe où, même sur la page de gauche. Je vais aller ici, artificiellement, faire un paragraphe. Voilà. Ça, c'est le début de mon paragraphe, oui. Parce que j'avais pas de paragraphe, alors voilà, j'en ai fait un. Et alors, je vais coller à cet endroit-là. Voilà. Du coup, j'ai la lettre L qui ne correspond pas à mon texte. Je la supprime en enfonçant une fois la touche suppression. Et pas deux fois parce que la balise, je veux qu'elle reste. Voilà, j'ai collé l'objet ancré. Je recommence l'opération un peu plus loin si vous voulez. Comme j'ai pas de paragraphe, j'en crée un ici artificiellement. Avec la touche entrée, je sélectionne. Voilà. Pour mettre une majuscule au début du paragraphe, ok. Je colle à cet endroit-là. Et
Voilà. Alors là, il y a un petit repositionnement manuel qui est nécessaire parce que les images sont grandes. Voilà. Elles se superposaient. Oui, il y a parfois des petits repositionnements nécessaires. Là, la photo, elle est identique partout. Hein. Et donc, l'espace, je veux dire, l'étape après, c'est avec la flèche noire de cliquer sur le réticule central, d'enfoncer la touche suppression pour supprimer l'image. Donc, avec la flèche noire, cliquer sur le réticule central, supprimer l'image, sélectionner le bloc avec la flèche noire, importer une autre image. Évidemment. Parce que le but, c'est pas d'avoir la même image ancrée partout dans le texte, c'est pour avoir des images différentes. Donc là, je vais aller chercher une autre image. Objet, ajustement, remplir le bloc. Voilà, je sélectionne le bloc du dessus, j'importe une autre image. Voilà. Objet, ajustement, remplir. Voilà. OK. Et donc voilà le genre de choses qu'on obtient. Pour faire des catalogues d'exposition, c'est génial, ou voilà, des documents long, avec des images, des graphiques, etc. C'est assez génial. Pourquoi on n'a pas recréé une balise? Parce que ça nous a permis, le copier-coller de la balise, de récupérer la même dimension d'image, la même distance par rapport au bloc du texte. Voilà. C'est pour aller un peu plus vite. Bon. Donc là, je sélectionne du texte artificiellement, copier-coller. Voilà, ça bouge. À un certain moment, voilà, il y a une image qui passe sur le côté. Oui, alors il y a mon bloc texte ici, rond. Il était bien sympa, mais je vais le dézinguer quand même, parce qu'il m'ennuie. Voilà. Voilà, à certains moments, peut-être que les images se superposent, il faut manuellement les repositionner. Mais enfin, on arrive quand même à automatiser la mise en page grâce à ça. Vraiment, je vous disais, hein, on vous demande de mettre en page 200 pages de texte avec des images insérées sur les pages en rapport avec le texte. Voilà le système. Pas de problème. Bon. En 24 heures, ça peut être fait. On peut ajouter les images avant que le texte soit bien fini. Mais non, c'est vrai que c'est logique que le texte, les choses qui doivent être supprimées aient été supprimées. Et bon, si la personne qui vous fournit le texte peut vous dire où doivent se trouver les images, à quel paragraphe ça correspond, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Ok. Bien. Donc la flèche noire, on est en affichage normal et on arrive à voir où se trouve la balise, à quoi ça correspond. Et voilà pour les objets ancrés, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Vous avez l'astuce, c'est assez génial. Sauf que je pourrais vous dire aussi que vous avez la possibilité, si vous voulez, de les faire déborder de la page. Si j'agrandis le cadre de l'objet ancré comme ça, bien sûr, ce sera des images à fond perdu. Objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, j'ai des images qui vont jusqu'au bord de page. Et ça peut être bien. Les images en diagonale, mais bien sûr, rien n'empêche de tourner un bloc. Donc quand un bloc est sélectionné, si on va à l'extérieur, on a la petite flèche double et voilà, on tourne. Voilà. Je vais annuler ici pour montrer que de toute façon, dans les options ici, on a aussi l'inclinaison. Pas l'inclinaison, je veux dire la rotation. L'inclinaison, c'est autre chose, ça écrase l'image dans un sens. C'est la rotation en fait. Voilà, rotation.
moins 45 degrés pour ça par exemple, et voilà. Oui, hein, on positionne les blocs comme on veut, on n'a pas fait jusqu'à présent, mais on les positionne vraiment comme on veut. Ah oui, oui, pour remettre à zéro, ce sera idéal, en effet, tout à fait. Tout à fait, vous avez même la symétrie ici. Si ça vous chante de ne pas la faire dans Photoshop. Voilà. Bien. Oui, oui, il y a plein de possibilités. C'est immense ce logiciel, mais c'est justement ça qui est difficile. C'est quand on démarre d'arriver à vous rendre productif avec peu d'explications. Après, je vous incite vraiment, mais après vous faites ce que vous voulez, à rester en contact les uns avec les autres pour éventuellement vous entraider au cas où. Faire un petit groupe d'entraide, ça peut aider. S'il y en a un qui a un problème, voilà, vous pouvez éventuellement... il peut faire appel au groupe. Maintenant, je vous ai dit, il y a les forums aussi sur le web. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider gratuitement dans les forums spécialisés sur Facebook, sur LinkedIn ou d'autres choses. Alors, le Comic 100. Tu me parles du Comic 100. C'est vrai que dans le monde du graphisme, ben c'est une police qui est moche, quoi. C'est une police vert de terre. Et donc, voilà pourquoi toutes les polices de ce genre-là sont à proscrire, en fait. Hein. Et donc, ça fait... c'est vrai que dans le monde du graphisme, il y a des blagues avec ça. Si vous tapez dans Google ban Comic 100, vous allez tomber sur plein de blagues à propos du Comic 100. Voilà. Il y a même des mugs Comic 100 sens interdit. Interdit, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Parce que c'est moche. C'est pour ça que c'est interdit. Voilà. Ah. Ah oui. Non, mais ce qui se passe aussi, voilà. Dans les communications internes d'entreprise, la secrétaire qui fait un petit papier pour informer, c'est du Comic 100. Ça, je vais mettre sur un t-shirt, tiens, ça sera bien. Enfin, voilà. Ça répond à la question. Pourquoi le Comic 100? C'est simplement parce qu'il est moche. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser en graphisme? Laissez ça aux non-professionnels du graphisme. C'est un marqueur de non-professionnalité. Alors, quelque chose qui est intéressant et dont je vous ai parlé, c'est le print on demand. Alors ça s'est vraiment développé dernièrement. L'impression à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un livre, vous en faites un PDF et vous ne devez pas nécessairement l'imprimer. Vous pouvez le mettre en vente sans l'avoir imprimé. Et quand une personne commande le livre, il part direct à l'impression sur une presse numérique avec un système de façonnage à la suite de l'impression. Automatiquement, il est relié et mis en paquet et envoyé chez la personne. Vous n'avez même jamais vu vous-même le bouquin. Voilà, et ça c'est génial. Le print on demand, l'impression à la pièce. Dès que le client achète le livre est imprimé. Vous avez la même chose pour les t-shirts, ceci dit en passant. Quand vous voyez des t-shirts en vente sur le web, souvent ils n'ont même jamais été imprimés. C'est juste des choses qui seront imprimées quand vous allez l'acheter. Voilà. Il y a des gabarits qui existent où vous pouvez aussi... dans le façonnage, il y a la coupe du livre, donc à la dimension que vous voulez. Avant la reliure, les pages sont coupées. Voilà. Donc il y a plusieurs boîtes qui font ça. L'impression à la demande, il faut se renseigner. Ben, une des plus sérieuses, c'est malheureusement Amazon. Mais
Vous pouvez chercher du côté des Allemands aussi. Voilà. Ça, j'ai des listes. Vous me demandez, je vous enverrai ça. Sinon, ce qui se fait aussi, c'est imprimer en très faible nombre d'exemplaires. 50 exemplaires. Et là, vous avez les exemplaires et ça vous permet d'aller les vendre sur des brocantes, des marchés, etc., si vous voulez. Il y a des exemples, notamment, de livres que j'ai vus qui sont vraiment très mal faits. La mise en page, c'est du Word. Les illustrations, c'est moche. Eh bien, il y en a un qui vend un bouquin comme ça. Je ne citerai pas le sujet. C'est juste à propos d'un personnage historique. Eh bien, il en vend à l'appel sur les brocantes. Hein. Donc, mais si même en faisant quelque chose de moche, ça se vend, en faisant quelque chose de bien, sur un sujet qui intéresse pas mal de monde, il y a des possibilités. Donc, moi, je peux vous donner une adresse de Charleroi. Je pense que je peux le faire parce que, voilà, on est dans le Hainaut. C'est du belge. Si vous allez voir BD Labo, vous pouvez dire que vous venez de ma part. Le responsable, c'est Christian Stiman. Et lui, il fait de l'impression en très faible exemplaire, de livres, mais aussi de bandes dessinées, de livres avec illustration. Voilà, et d'ailleurs, il imprime des bandes dessinées pour une boîte très connue de création de bandes dessinées. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà. Ça, c'est une possibilité. Donc, vous ne payerez que les 500 premiers exemplaires, et peut-être que ça va coûter entre 5 et 10 euros l'exemplaire. Ça dépend vraiment de la complexité du livre, du nombre de couleurs. Donc, il y a un investissement de départ, et après, vous allez vendre vos livres. Et avec numéro ISBN, bien sûr. Hein. J'ai oublié de le dire que aussi le Print on Demand dont j'ai parlé précédemment vous fait un numéro ISBN. Donc, la numérotation standard internationale des livres. Voilà. Ce qui fait que votre livre peut se retrouver aussi automatiquement dans certaines bibliothèques dans le monde qui achètent systématiquement les livres sur certains sujets. Donc voilà, ça c'est important aussi de... Oui, faire un livre c'est bien, mais si en plus il est référencé au niveau mondial, ISBN, c'est encore mieux. Et c'est le cas en Print on Demand ou ici. Oui, le mieux c'est quand même de les vendre vous-même. Parce que quelqu'un qui a le numéro ISBN du livre peut le retrouver sur le web parce qu'il vaut mieux quand même le mettre aussi en vente sur des plateformes. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Bien. Donc quand je dis de le mettre sur une plateforme, c'est le livre physique. On parle bien de livre physique ici. Oui, parce que les livres électroniques, c'est encore autre chose. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça peut être vite copié, les livres électroniques, mais les gens aiment bien quand même avoir un exemplaire physique du livre, en général. Ici, vous avez un de mes amis, Yvan Lamran, qui est un illustrateur qui a été formé au Québec. Je vous invite à aller voir éventuellement le site crayon.be. Ça peut être sympa. Voilà. Oui, parce qu'on peut faire appel aussi à des illustrateurs qu'on a choisis en fonction du style qu'ils font de dessin pour illustrer ces choses si on ne les illustre pas soi-même. Hein. Enfin voilà, c'est très intéressant le print on demand ou l'impression à très faible exemplaire rendue possible par le fait qu'on imprime sur des presses numériques en fait. Ce sont des photocopieuses très évoluées, haute qualité, avec un système de façonnage
pour le collage des couvertures. Couverture souple ou couverture dure, les deux sont possibles. Voilà, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à aller voir sur place éventuellement. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, autre chose dont j'ai parlé tout à l'heure, la qualité des écrans. C'est vrai qu'on a intérêt, peut-être pas quand on fait juste de la mise en page, mais quand on fait de l'illustration, de la retouche photo, d'avoir un bon écran. Plus l'écran affiche de couleurs différentes, mieux c'est, plus c'est facile pour être créatif. Et donc, ce qui compte dans un écran, c'est à quel pourcentage il couvre l'espace couleur Adobe RGB. Ici, je vais juste taper monitor Adobe RGB Gamut, ça veut dire gamme en fait, hein. Voyons un peu, voilà. Et vous allez tomber sur des marques d'écran qui... voilà, c'est vraiment la référence technique pour l'écran. Quel est le pourcentage de l'espace couleur Adobe RGB qu'il couvre? Le Adobe RGB est un espace couleur plus large que le sRGB. Le sRGB, c'est la norme de fabrication pour les écrans bas de gamme. Le Adobe RGB, c'est plus de couleurs, plus de vert vif. Et si l'écran est capable d'afficher 90%, 100%, voire même 140% de l'espace Adobe RGB, ça veut dire qu'il va même au-delà au niveau de la saturation des couleurs, c'est excellent. Évidemment, on tombe dans des écrans qui ont parfois des prix un peu costauds, hein. On est d'accord. Ceci dit, les choses s'achètent aussi d'occasion. Si ça ne vous fait pas peur, les achats d'occasion, à titre personnel, j'adore ça. Mais parfois, on préfère acheter neuf, je peux comprendre. Et pour que le marché de l'occasion se porte bien, de toute façon, il faut des gens qui achètent de temps en temps du neuf. Sinon, ça ne va pas. Voilà. Et j'ai parfois entendu dire que oui, il ne faut pas acheter d'occasion parce qu'on ne sait pas mettre ça dans ses frais, on ne sait pas déduire. C'est tout à fait faux. On peut tout à fait déduire du matériel d'occasion, même l'amortir sur plusieurs années, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui dit qu'il faut acheter du neuf pour pouvoir fiscalement déduire. Voilà. Donc je vous laisse aller voir ça, les différents articles, en tapant... peut-être qu'en tapant en français, peut-être que ça vous arrangera mieux d'avoir du français. On va voir ce qu'on trouve si on tape moniteur Adobe RGB gamme. Voilà, les meilleurs écrans Adobe RGB que nous avons testés. Qui est-ce qui parle de ça? Comparatif antivirus, oui. Bon, je ne connais pas, mais bon. Guide d'achat 2020 des meilleurs moniteurs et écrans photo. Oui, on appelle ça aussi des écrans photo, puisque c'est pour photographe. Il faut que ça affiche beaucoup de couleurs. Idem si on veut faire de la retouche de vidéo, bien sûr. Du color grading. Bien. Et alors, il y a quelqu'un qui est très sympa, parce qu'il vous fait des comparatifs de moniteurs. Alors, si vous tapez Arnaud Frisch, oui, Arnaud Frisch Moniteur, par exemple, voilà. Voilà. Je ne suis pas tombé sur le site d'Arnaud Frisch, je suis sur Guide Gestion des couleurs. Oui, mais ça doit être son site finalement. Il a changé de site? Non, non, ok. Il a aussi le site arnaudfrischphoto.com. C'est quelqu'un qui était spécialisé notamment dans la photo gigapixel, donc la photo où on photographie avec des pieds robotisés des villes par exemple, au téléobjectif, et puis toutes les images sont combinées pour faire des images monstrueusement grosses qui font plusieurs gigas. Et lui, il fait régulièrement des tests d'écran actualisés où il vous... Ce qui est intéressant, c'est que quand il fait des tests d'écran, il tient compte du budget. Donc si vous avez un budget de 200 €, il va vous indiquer, tiens, pour 200 €, voilà l'écran le plus approprié pour un graphiste. Donc c'est pas un comparatif dans l'absolu sans tenir compte du budget et en tenant compte uniquement de la qualité. Non, il tient compte de la gamme de prix, Arnaud Frisch. Donc ça, c'est intéressant. Je vous laisse aller voir aussi et trouver ces comparatifs les plus récents
Voilà. Sur le côté, là, il y a la liste des écrans. C'est un hyperactif apparemment. Ok. Bon, ben c'est bien. Vous avez déjà maintenant la possibilité de faire un document long avec des images. Euh, et ça tient la route. Vous voyez comment le modifier encore, comment améliorer les choses. C'est bien.